Hey, what's up tout le monde? Aujourd'hui dans la vidéo, on va faire les prédictions du prochain gala du UFC qui aura lieu samedi prochain. On va faire comme d'habitude, on va commencer par le premier combat de la carte sur les préliminaires, puis on va monter un combat par un, puis on va finir avec le combat principal qui est Derek Lewis, visite Talison Texera. Bon vidéo. Premier combat de la soirée, Fatima Climb visite Melissa Martinez. Ça, c'est un combat classique. Grappleur contre striker. Fatima est la lutteuse, puis Melissa Martinez, la mexicaine, c'est la boxeuse, on s'en doute un petit peu. Les Mexicaines sont très forts en boxe. Mais pour ce combat-là, je pense que ça va être Fatima Klein. Excellente lutteuse, elle a 100% de takedown en accurate. Elle est précise, elle est vraiment précise avec ses takedowns. C'est une championne CFFC. Euh, c'est vraiment une lutteuse extraordinaire, là. Juste dans son dernier combat, elle a fait 3 renversements. C'était quand même assez. C'était technique, là. C'était vraiment bon. Elle était sur le dos et elle a réussi à remonter au-dessus là, avec vraiment des belles techniques, là. Euh, Elle a vraiment des bonnes transitions, comme que je viens de dire. Elle a aussi un excellent ground and pound. Elle n'a pas peur de donner des coups de coude. C'est quand même assez rare du côté féminin, là, peut-être à part Kayla Harrison. Ceux-là qui veulent donner des coups de coude sont plus rares. Tandis que Melissa Martinez, elle est portée vers la boxe. On a vu son dernier combat contre Alice Hardeling. Elle a gagné, mais Alice Hardeling, c'est pas la meilleure. C'est vraiment pas la meilleure. Elle a perdu contre Elise Reed. Elise Reed, elle peut être tricky un petit peu, mais c'est pas non plus la meilleure. Mais c'est quand même. J'la mettrais dans le milieu des combats de filles à peu près, Elise Reed, là. Puis Melissa Martinez, elle, c'est des bons mouvements rapides. Elle se déplace très bien. Elle a des bonnes finitions, mais ses adversaires qu'elle a fini, c'est un petit peu. C'est douteux, là. C'est en dessous du niveau de Fatima Klein. Puis Fatima Klein, elle, si on regarde ses victoires, elle a battu Victoria Dutakova, qui était quand même 8 victoires, une défaite à l'époque, puis elle a fini par TKO au deuxième round. Elle a perdu contre Jasmine Jasudavicius, la Canadienne, mais c'est vraiment pas une mauvaise défaite. Jasmine, on voit, elle est pratiquement rendue un combat top 5, elle est vraiment bonne. Donc pour ça, j'irai avec Fatima. Affronter des meilleurs adversaires, c'est une lutteuse. J'aime mieux pour les combats féminins, même pour les combats masculins, j'aime mieux quelqu'un qui est capable de peut-être aller chercher des takedowns en fin de round pour pouvoir, pour mieux paraître aux yeux des juges. Surtout, si c'est un combat qui a peu d'action, les takedowns vont vraiment compter. Puis si elle est capable de donner des coups de coude, ben les juges vont remarquer ça. Donc j'irai avec Fatima Klein pour gagner ce combat-là. Prochain combat, on part chez les lightweight. Mike Davis visite Mitch Ramirez. Euh, pour ce combat-là, j'irai avec Mike Davis. Mike Davis s'affiche 11-3, 7 KO, 2 soumissions, 2 décisions. De l'autre côté, Ramirez, c'est 8-2 pour 5 KO, 2 soumissions, 1 décision. Pour ce combat-là, comme qu'on voit, sont vraiment égales, là. La même âge, pratiquement la même allonge, l'allonge un petit peu à l'avantage de Mike Davis. C'est surtout les frappes significatives et la précision qui me font pencher du bord de Mike Davis. On voit que à 4,68, il y a pratiquement 2 frappes significatives de plus par minute. Puis un round, c'est 5 minutes, fait que 2 fois 5, ça fait 10. Donc à la fin du combat, il peut pratiquement avoir 30 coups significatifs d'avance. C'est pas à négliger. Euh, Puis aussi, si on voit le niveau de la compétition que Mike Davis a affronté, c'est meilleur que la compétition que Mitch Ramirez a affronté. Oui, Ramirez a affronté Thiago Moises, Carlos Pratt, mais il a perdu contre les deux. Il a perdu par TKO contre Carlos Pratt, puis par leg kick TKO contre Thiago Moises. Tandis que Mike Davis, ben lui, a des victoires au-dessus de Mason Jones, qui est vraiment pas mauvais. Puis au-dessus de Borchev, qui est un excellent striker. Donc, je voirais Mike Davis avoir l'avantage dans un combat de striking. S'il était capable d'avoir l'avantage sur Borchev, il devrait être capable d'avoir l'avantage sur Ramirez. Puis les défaites de Mike Davis aussi, c'est pas honteux, là. Il a perdu contre Farais Ziam, qui est extrêmement mobile. Il a perdu contre Gilbert Burn, qu'on sait que c'est un artiste de Jiu-Jitsu incroyable. Puis il a battu Davis par soumission.
Puis il a aussi perdu contre Sodiq Youssouf par décision unanime. Sodiq Youssouf, il a été considéré comme un top 15 à un certain temps. Donc c'est quand même pas une mauvaise défaite. Donc pour ça, avec l'expérience, en voyant que Mike Davis est plus de volume, plus précis, il s'entraîne au Tiger Muay Thai avec une très bonne équipe. Il est plus grand. Non, il est pas. Oui, il est plus grand. Il est 6 pieds. Euh, ouais, Mike Davis pour ce choix-là. Prochain combat, on part chez les poids lourds. Kennedy Nchukwu, vous êtes Walter Walker, le frère de Johnny. Euh, Kennedy Nchukwu, 14-5 s'affiche. 10 KO, 1 soumission, 3 décisions. Lui, il frappe quand même vraiment fort, il est très complet aussi. Du côté de Walter Walker, 13-1. 6 KO, 3 soumissions, 4 décisions. Lui, c'est vraiment plus un lutteur. Il est vraiment fort sur la lutte, puis sur les soumissions quand même, parce que je pense qu'il y a eu deux heel hooks, ouais, deux heel hooks consécutives, dont une contre Junior Tafa, puis contre Dantel Maze. Pas la meilleure compétition, mais il a quand même réussi deux heel hooks au premier round, donc pour un poids lourd, c'est quelque chose qu'on remarque. Mais la seule chose du côté de Walter Walker, lors de son premier combat, il a perdu contre Lucas Bresky. Mais il a manqué de cardio, il était invaincu à l'époque, puis il avait quand même une bonne hype en étant le frère de Walker. Puis il a manqué de souffle après le premier round. Donc là, ses victoires paraissent très bien, parce qu'il a gagné au premier round, mais on n'a pas encore vu ce qu'il était capable, si ça avait amélioré, s'il y a du cardio au deuxième puis au troisième round. Parce que je vois pas Kennedy Njoku se faire finir au premier round. C'est un ancien light heavyweight, 205 livres. Donc, euh, il y a les skills d'un gars plus léger. Il va être vraiment plus mobile. Il va être dur à aller chercher. Il va être plus rapide. Tu sais, en poids lourd, depuis qu'il a commencé en poids lourd, Kennedy, il y a deux victoires, je crois. Une victoire contre Chris Barnett, TKO au premier round. Barnett, on peut pas coter cette victoire-là tellement haut. Il est pas grand. C'est pas un vrai. Ben, c'est un vrai poids lourd, mais il est tellement petit. Puis son autre victoire, c'est justement contre Lucas Bresky, qui a battu Walter Walker, puis Njoku l'a fini au premier round. Donc, en plus, si on regarde l'expérience de Kennedy, qui a eu quand même des bons combats en light heavyweight, contrairement à Walker, qui n'a pas encore eu de gros tests, je mettrais l'avantage à Kennedy. Comme que je dis, un ancien light heavyweight, il y a plus de skill qu'un poids lourd. Je suis sûr, je crois au, au skill des plus légers. Donc, pour moi, ça va être un light heavyweight versus un heavyweight. Donc, je mets pas ma mise parce que je mise pas, mais mon guess va sur Kennedy Nchukwu pour ce combat-là. Prochain combat, un combat flyweight féminin. Lauren Murphy, la vétérane, contre Eduardo Moura, la brésilienne. Lauren Murphy, on la connaît un petit peu, sa fiche 16-16. 16-6, 8 KO, 1 soumission, 7 décisions. Pour Edward Damoura, 11-1, 4 KO, 5 soumissions, 2 décisions très complètes. Sa seule défaite, elle a perdu par décision contre Denise Gomez, qui est vraiment bonne. Puis Edward Damoura a perdu par split décision. Donc, puis en plus, c'était des combats à 115 livres. Moura a monté de catégorie parce qu'elle était plus capable de faire le poids. Donc, elle a perdu un combat contre Denise Gomez en étant vraiment. Elle avait plus d'énergie, là. Elle coupait vraiment trop de poids. C'est exactement pour ça qu'elle a monté. Là, elle va affronter une vétérante de 41 ans. C'est une bonne vétérante, par exemple, mais elle est vraiment tough, là. Elle est vraiment tough. Elle s'est pas fait finir souvent, hein, Lauren Murphy. Elle s'est fait finir une fois par KO, puis elle a perdu 5 fois par décision. Donc, c'est quand même pas une cliente facile. Ça fait longtemps qu'elle a pas gagné, mais elle a quand même des bonnes victoires. Lauren Murphy a gagné contre Misha Tate, Joanne Wood, Roxanne Modafferi. Split décision contre Andrea Lee, mais oh, c'est pas la meilleure Andrea Lee non plus. Elle a perdu des combats contre Andrade, décision unanime. Elle a perdu contre TKO, par TKO contre Valentina.
Puis, contre Caitlyn Chukagan, Vince Carmouche, elle a vraiment de l'expérience. Mais je pense que la jeunesse va emporter ce combat-là. Eduardo Moura a battu une Véronique Hardy qui est pas facile à battre, elle est rapide, elle est bonne au sol. Elle a battu aussi Montserrat Ruiz par TKO au deuxième round. Ouais, j'irai avec Eduardo Moura. Il y a quand même 10 ans de différence d'âge. Je pense qu'avec une bonne coupe, ben pas une bonne coupe de poids, parce qu'elle coupe vraiment bon, moins de poids, elle coupe 10 livres de moins. Donc, elle devrait arriver vraiment plus en forme. Être capable de toffer le 3 rounds, puis c'est une bonne présence physique aussi. Elle est pas petite, elle est 5 pieds 6. Tandis que Murphy, 5 pieds 5, puis Murphy a tout le temps quand même une bonne avantage physique sur ses adversaires. Là, elle l'aura pas, ou elle va moins l'avoir, parce que Eduardo Moura est vraiment forte physiquement aussi. Donc, je placerai mon choix sur la plus jeune des deux, donc Eduardo Moura. Prochain combat, on part chez les welterweight. Jake Matthews visite Chidi Njokuani. Jake Matthews s'affiche 21-7, 5 KO, 8 soumissions, 8 décisions. Ses défaites, 1 par KO, 3 par soumission, 3 par décision. Chidi s'affiche 25-10, 15 KO, 1 soumission, 9 décisions. Et ses défaites, 5 KO, 3 soumissions, 2 décisions. Jake Matthews, c'est quand même un très bon combattant, il est complet. Il y a quand même des grosses victoires, il y a des bons noms à son CV. Il a battu Lee Jiglian par décision. Lee Jiglian est un excellent boxeur. Il a battu Diego Sanchez. C'est une légende, mais Diego, à la fin, il était plus ce que Diego était. Il a battu le cogneur André Fiallo par KO. Il a battu aussi Phil Rowe par décision. Phil Rowe, qui est quand même un excellent boxeur avec un bon volume puis une longue allonge, un peu comme Chidi. Il a perdu contre Sean Brady, qui est un excellent lutteur. Michael Morales, qui est encore invaincu, si je me trompe pas. Et c'est la défaite qui me fait un petit peu douter, c'est il a perdu contre Matthew Schemmelsberger. Que Schemmelsberger, c'est un bon bagarreur, mais un gars comme Jake Matthews aurait été censé de battre. Aurait été censé de le battre. De Chidi, lui, on sait, son frère, c'est un kickboxer, c'est un combattant de Muay Thai, pas de kickboxing. Ils sont très bons en Muay Thai. Ça, je crois que son frère a même été dans le UFC, si je me trompe pas. Lui, il a une victoire en 16 secondes contre Marc-André Barrios. Ça avait été, en étant québécois, ça avait fait mal pour nous. Il a aussi battu Dusko Todorovic, qui est quand même assez tough. Il avait battu au premier round. Il a aussi battu le tricky Zalesti dos Santos, qui est vraiment. C'est un combattant qui est pas facile à affronter. Il a battu tout Jared Gooden, qui est quand même une bonne charpente. Il a perdu contre Grégory Rodriguez, mais si vous avez pas vu ce combat-là, allez le voir, là, Grégory Rodriguez, il avait le front vraiment fendu, c'était. Je comprends même pas comment que Grégory a fait pour rester debout au premier round. Euh, je voyais Chidi sortir de ça, mais il s'est brûlé, mais c'était un des pires combats de violence que j'ai vu, je crois. Il a aussi perdu contre Michael Oleksiejczuk, qui est pas un mauvais striker. Puis il a battu contre le lutteur Albert Duraev par split décision, donc c'est quand même un combattant qui est dur à amener au sol, Chidi. Donc Jake Matthews pourrait gagner en l'amenant au sol et en mixant, mais je pense qu'il va avoir de la misère vu la charpente de Chidi qui risque de reprendre beaucoup de poids après la pesée. S'il fait le poids parce qu'il a manqué son poids au dernier combat. Chidi, c'était un combattant qui se battait à 185. Il a décidé de descendre à 170 malgré sa grandeur. 170, c'est vraiment dur à faire parce que je crois qu'il a pesé 173 à son dernier combat. Mais j'irais quand même avec Chidi dans ce combat-là. Il a vraiment un bon striking. Il a une très grande allonge. Ce qui risque de faire la différence. Puis, justement, avec l'allonge, puis s'il réussit à juste à le frapper deux, trois fois, avec un bon jab en bout d'allonge, je pense que Jake Matthews va se faire mal au nez, puis Chidi risquerait de gagner. Donc, j'irai avec Chidi je pense qu'il va aller chercher un TKO vers le 3, fin du deuxième round, peut-être début du troisième. Donc, Chidi Njokuani pour le TKO.
Prochain combat, on reste chez les welterweight. Max Griffin, vous êtes Chris Curtis. Pour moi, c'est un des combats les plus faciles à prédire de la carte, là. C'est deux boxeurs, euh, deux quand même vétérans. Pour moi, ça va être Chris Curtis, ça. Il a vraiment une bonne, meilleure boxe que Max Griffin. Griffin est vraiment bon, c'est pas le fait, mais c'est que Chris Curtis est habitué de s'entraîner avec des gars de ce genre-là à journée longue. Il s'entraîne avec du monde comme Sean Strickland, qui est un des meilleurs boxeurs du UFC, un des meilleurs boxeurs défensifs. Chris Curtis est extrêmement dur à frapper aussi. Puis il a une meilleure force de frappe que Max Griffin. Chris Curtis, il a quand même 17 KO à sa fiche. C'est pas négligeable. Il a gagné contre Marc-André Barrios par split décision, qui a été un combat extrêmement serré. Euh, je pense, ben, moi j'avais vu clairement Chris Curtis gagner ce combat-là, mais ça a chialé un petit peu, mais bon. Il a aussi battu Joaquin Buckley, qui est pas une mauvaise victoire du tout. Il est 1-1 contre Brendan Allen. Il a également perdu contre Roman Kopilov. On l'a vu à son dernier combat, c'était un arrêt assez spécial à la fin du troisième round. Mais il avait donné une méchante bonne guerre à Kopilov. Je pense même qu'il gagnait le combat. Je peux pas dire, je me rappelle pas assez, mais c'était vraiment serré. Puis les deux donnaient des bons coups. Je peux peut-être l'avantage un petit peu à Curtis, mais il a perdu le KO pareil, le combat par TKO au troisième round. Mais c'était discutable. En plus, je pense qu'il restait moins de 10 secondes quand l'arbitre a arrêté le combat. Et puis Max Griffin, lui, de son côté, il a des victoires au-dessus de Jeremiah Wells par split décision, Timing par split décision, Carlos Condit. On voit que ces victoires, ça commence à dater un petit peu, là. Il s'est fait soumettre par Michael Chiesa. Il a perdu contre Neil Magny par split décision. Donc, je pense que Chris Curtis, ça va être un petit peu trop pour lui. Donc, j'irai avec Chris Curtis pour ce combat-là. Prochain combat, Junior Tafa visite George Toko. Euh, Ça, c'est les débuts en light heavyweight de Junior Tafa. Je sais pas toi s'il va être capable de faire le poids, parce qu'il s'est tout le temps battu en poids lourd. Mais Junior Tafa, c'est un méchant gros cogneur, là. C'est 6 KO en 6 victoires. Il a perdu une fois par KO, une fois par soumission, une fois par décision. Lui, sa meilleure victoire à Tafa présentement, c'est Tsuyoshi Amiyama, dans le fond. C'est là que je l'ai vu se faire connaître au Ryzen. Il avait gagné au premier round. Puis Kamiyama, c'était pas un adversaire facile, là. Il était 6-0 puis 6 KO, là. C'était vraiment un gros cogneur. Puis Tafa est arrivé là en étant un inconnu. Puis en étant Tafa, il l'a démoli, là. Il a aussi gagné contre Parker TKO au premier round. C'est sûr, c'est dans le UFC, ça peut. Il y en a qui peuvent mettre ça un petit peu plus haut que la victoire à Kamiyama, mais je pense que Kamiyama était plus dangereux que Parker. Donc, c'est pour ça que je l'ai placé là. Sinon, il a perdu. Tafa, il a perdu contre Mo Ousmane par décision unanime. Il a aussi perdu contre Walter Walker, qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans le vidéo. Il a perdu par Hill Hook. On s'en rappelle un petit peu. Tafa, il avait fait un abandon en criant. Après ça, il avait dit qu'il avait pas abandonné. Puis de l'autre côté, ben, George Tokos, c'est vraiment un gros combattant aussi, 6 pieds 4. Mais lui, c'est un vrai light heavyweight. Donc, c'est pour la même raison que j'avais dit précédemment dans la vidéo. Je vais prendre un combattant qui est plus léger parce que je crois aux combattants qui ont plus de skills légers. Donc, pour moi, Tokos va être sûrement plus rapide, meilleur cardio. C'est sûr qu'il n'a pas encore gagné dans l'UFC, mais on en regarde qui il a affronté. Il a affronté Navajo Starling, qui est vraiment bon. Il est parti par décision. Puis il s'est fait soumettre par Oumar Sy, mais tu sais, je vois pas Tafa aller au sol puis soumettre Taka. C'est pratiquement impossible qu'on voie un takedown de Tafa. Puis Taka, c'est vrai, tu sais, il a pas tellement une grosse fiche à 10-5, mais si on regarde l'opposition qu'il a eu, il était au Road to UFC. Puis malheureusement pour lui, il a croisé Ming Yang Zhang, que c'est pratiquement présentement, c'est une des terreurs du top 15. Là. Il knock tout le monde. Donc, ça se peut que Tafa réussisse à knocker Josh Tucker, mais je pense que il va être trop rapide. Puis je pense que c'est Tucker qui va réussir à aller chercher un TKO
en essoufflant Junior Tafa qui risque d'être brûlé de sa coupe de poids, puis qu'il a déjà pas un bon cardio de base. Donc, ça va être tocos. Prochain combat, Vitor Petrino, vous êtes Austin Lane. Petrino, on le connaît, c'est un ancien light heavyweight. Juste pour ça, ça va être pratiquement être mon choix parce que, ben, Austin Lane, non, on le sait, c'est pas le. C'est un gros cogneur, là, 13 victoires puis 11 KO, mais il y a aussi 6 défaites par KO. Et Petrino, c'est pas un mauvais cogneur du tout. Il y a 7 KO lui également sur 11 victoires. C'est un puissant cogneur. Puis il va être plus rapide d'après moi. Euh, Lui, il s'est fait knocker une fois également. Mais il y a quand même des bonnes victoires. Petrino, il y a une victoire au-dessus de Rondolfo Bellato, quand c'était au Contender série. Il y a Mikao Bokoskas également. La seule chose qui m'a fait un petit peu dérailler de Petrino, c'est qu'il a perdu contre Anthony Smith par soumission au premier round. Mais Anthony Smith, c'est quand même. C'est ce combat-là qui aurait dû se retirer d'ailleurs, parce que c'était une victoire au premier round. Ça aurait fait un méchant beau retirement contre un gars qui est quand même très bon. Le Petrino était 11-1, 11-1, si je ne me trompe pas. Euh, du côté d'Austin Lane, ben lui, il a gagné au-dessus de Robelis d'Espagne. Que c'était vraiment un combat plate. Austin Lane avait juste mis son poids dessus pendant 3 rounds en l'amenant au sol. Ses autres combats, il s'est fait mettre KO par Justin Tafa au premier round, KO par Dainiz au deuxième round. Il a perdu contre Mario Pinto au deuxième round de son dernier combat. Donc, je pense que Petrino devrait être bon pour gagner ce combat-là. Austin Lane, ça se peut qu'il aille se coller tout le combat. Donc, peut-être que Petrino gagnera pas par KO. Mais je verrai quand même soit un KO ou soit une décision du côté de Petrino qui va être plus rapide. Prochain combat, c'est un combat featherweight. Nate Landwehr, vous êtes Morgan Charrière. Ça risque d'être un des combats pratiques. Ben, pour moi, je pense que ça va être le fight of the night. Là. Si il livre ce qu'on attend, ça va être un combat, tout un combat. Nate Landwehr, 18-6, ça fiche 9 KO, 2 soumissions, 7 décisions. Il a perdu 3 fois par KO, une fois par soumission, puis 2 fois par décision. Tandis que du côté à Charrière, lui, c'est 20-11-1 s'affiche, 12 KO, 3 soumissions, 5 décisions. Il a perdu une fois par soumission, puis 10 fois par décision, donc il est très durable. Il y a une victoire au-dessus de Manolo Zecchini, KO au premier round. Victoire au-dessus de Gabriel Miranda, KO au deuxième round du côté de Charrière. Euh, il a il a affronté Nathaniel Wood, mais il a perdu par décision unanime. Nathaniel Wood est vraiment bon. Décision partagée contre Chepe Mariscal, que ça a été tout un combat. Ça aurait vraiment pu aller d'un côté comme de l'autre. Je crois que c'était une bonne décision. Chepe avait remporté. Euh, Avant qu'il se joigne au UFC, il avait affronté du monde comme Paul Hughes, il avait perdu par décision majoritaire. Jordan Chennick qui est rendu au UFC, il avait perdu par split décision. Il a également affronté Saladin Parnasse dans ses débuts pratiquement, qui avait perdu également par décision. Donc Morgan Charrière, il a affronté de très bons combattants. Puis il est très bon, il est complet lui aussi. Du côté de Nate Landwehr, il y a une grosse victoire dessus de Ludovic Klein. Il avait soumis au troisième round avec un Anaconda Choke. C'était quand même assez surprenant. Il y a une victoire au-dessus de David Onama, qui est quand même pas mauvais. Il y a une décision majoritaire. Euh, il y a Miko Jamal Emmers. Mais il a perdu contre Herbert Burns. Ça, je pense que ça va toujours y rester collé un petit peu. Perdu par décision contre Daneye. Du Choi, il avait knocké au troisième round lors de son dernier combat, je crois. Euh, pour ce combat-là, ça va être un match-up très serré. Les deux sont vraiment bons de bout. Mais je pense que je vais y aller avec la vitesse puis ben, les deux sont durables. Là. Nate Landwehr, on le sait, c'est un guerrier. Mais je crois que Charrière va l'emporter, ce combat-là. Il est plus rapide. Euh, Ça va être pas mal être ça. Je crois qu'il est plus. Les deux sont vraiment actifs. Charrière est un petit peu plus précis.
Je sais pas s'il est meilleur en lutte. Les deux sont vraiment bons en lutte. Ça va être un combat serré. Mais je vois Sharia qui est un petit peu plus jeune l'emporter avec sa rapidité. Dixième combat de la soirée, encore chez les featherweight. Ça risque d'être encore un combat très violent. Deux très bons finisseurs, deux très bons boxeurs. Seulement que Qatar a un petit peu plus de misère dans les derniers temps. Euh, du côté de Qatar, la fiche c'est 11 KO, 2 soumissions, 10 défaites pour un bilan total de 23-9. Et du côté de Garcia, c'est 17-5 sa fiche, 14 KO, très gros gagneur, une soumission, 3 décisions. Les deux ont perdu juste une seule fois par KO, donc ça va être deux bons boxeurs puis qui sont vraiment durables. Fait qu'on devrait avoir un bon combat. Puis en plus, c'est en 3 rondes, donc Qatar peut sortir quand même une très grosse performance. Mais il a perdu 4 combats consécutifs. C'est ça, il est vraiment dans une moins bonne séquence. Il a perdu contre Josh Emmett, split décision. Arnold Allen l'avait mis TKO au deuxième round. Décision unanime contre Aljamain Sterling. Il a également perdu contre Youssef Zalal. Euh, Décision unanime, mais Zalal, c'est quand même un combattant qui se sauve un peu. Garcia fera pas ça. Lui, il est sur 5 victoires consécutives, c'est le contraire, ça va très bien pour lui. Euh, il a battu Chase Hooper au premier round. Euh, euh, il a battu Newell Becky, TKO au deuxième round. Melchizael Costa, TKO au deuxième round. Song Woo Choi, TKO au premier round. Puis son dernier contre le Canadien, Kyle Nelson, au premier round également. Euh, pour ce combat-là, j'irais avec Steve Garcia. Il a une meilleure, il est meilleur présentement dans le fond. Il a une grosse, pas une grosse hype, mais il est confiant. Il a une grosse confiance en lui. Là, sur 5 victoires consécutives, je pense qu'il aura quand même pas trop peur d'aller faire face à Qatar. Tandis que Qatar, ben, ça va peut-être lui mettre un petit peu ses nerfs. Je sais qu'il va peut-être essayer d'en faire trop justement pour revenir sur le chemin de la victoire, ce qui peut lui nuire. Ça dépend. C'est quand même un combattant qui est très expérimenté. Ça m'étonnerait qu'il tombe dans le piège de se brûler puis de trop essayer d'en faire, là. Mais si on regarde le pourcentage de strike puis le nombre de coups par minute, Garcia il est un petit peu au-dessus dans tout. Il est vraiment précis. Donc je verrais peut-être un Garcia qui va prendre encore plus de confiance au fil du combat puis aller chercher une victoire. Vu que les deux sont très durables, j'irais peut-être par une décision. Mais les deux, c'est également des très bons punchers, fait que ça se peut qu'il y en ait un qui pince l'autre, puis que ça finit par KO ou TKO, mais j'irai un petit peu plus avec une décision sur celui-là. Gros mini-event de la soirée, chez les welterweight à 170 livres. Stephen Thompson vous êtes Gabriel Bonfim, et je ne comprends pas pourquoi que ESPN a pas la photo de Gabriel Bonfim. C'est quand même le combattant qui se bat en demi-finale du gala. Fait que c'est pas plus grave. Bon, tout le monde connaît un petit peu Stephen Thompson, 17 victoires, 8 défaites, une nulle. Thompson, c'est 8 KO, une soumission, puis une décision. Il a perdu 2 fois par KO. Il y a quand même des grosses victoires contre Kevin Holland au quatrième round, Geoff Neal, décision unanime, Vicente Luque. Il y a quand même vraiment des bonnes victoires à Thompson. C'est un bon vétéran, c'est un très bon kickboxer, très rapide, très intelligent. Il se met pas souvent en danger. Il a perdu contre Joachim Buckley KO au troisième round. Buckley qui est vraiment vrai, il était vraiment sur une méchante bonne lancée avant sa défaite contre Ousmane. Ça y enlève rien, mais il s'est fait dominer là. Il a perdu contre Shafkat, comme tout le monde a perdu contre Shafkat. Soumission au deuxième round. Il s'est fait lutter jusqu'à la décision contre Belal, ce qui est pas surprenant. Du côté de Bonfim, lui aussi c'est quand même un très bon combattant. 17 victoires, une défaite. Même grandeur que Thompson, pratiquement 6 pieds contre 6 pieds 1. Bonfim, c'est 3 KO, 13 soumissions, une décision. C'est un gars qui est vraiment fort ses étranglements. Mais il est vraiment bon en striking également. Il a perdu une fois par KO. C'était contre Nicolas Dalby. C'était un TKO au deuxième round. Puis lui, il a tout. Il a moins de bonnes compétitions que Thompson, c'est sûr, parce qu'ils sont pas au même niveau dans leur carrière. Mais il a quand même gagné contre Khalil Williams, dans le fond, Chaos Williams. Il l'a soumis au deuxième round. C'est quand même pas rien d'aller soumettre Chaos Williams, là.
faut que tu sois game. Williams, c'est vraiment réputé comme être un combattant agressif avec une bonne frappe. Il a battu Angelousa par décision unanime. Angelousa, c'est ok. C'est pas le meilleur, mais c'est loin d'être le pire également. Il a soumis Trevin Giles au premier round. Trevin Giles est quand même très bon défensivement en lutte. Donc, bonne film, on voit avec ses 13 soumissions sur 17 victoires. Il est vraiment agressif au sol. Donc, s'il réussit à amener le combat au sol contre Stephen Thompson, ça va être intéressant parce que Thompson a vraiment une bonne défense quand même. Mais si Thompson, s'il se ramasse au sol, je vois pas s'il va je pense pas qu'il soit capable de se relever contre un gars comme Bonfim. Euh, Puis si ça serait à la décision, ce qui est très probable, je vois les juges donner ce combat-là à Bonfim. Euh, Simplement, c'est la nouvelle hype, là. Ça serait son premier gros nom. Thompson est à 42 ans. Euh, il- le UFC l'ont pas moins dans le cœur parce que c'est Thompson, mais ils vont prioriser le combattant qui est plus jeune, je crois, si le combat est serré. Donc, pour moi, ça va être Gabriel Bonfim sur ce choix-là. Combat principal, la soirée d'Eric Lewis, vous êtes Alison Texera. Je parlerai pas de temps là-dessus. Derek Lewis va gagner par soumission au premier round. Sûrement avec un buggy choke. Non, c'est pas vrai pas tout. J'y vais avec Alison Texera. Il a pas prouvé grand-chose encore, mais il est grand. 6 pieds 8, 2, 7 KO avec, sur 8 victoires. Il est vraiment grand. Il va y avoir, j'imagine, une très non, pas tant une grande allonge de différence, 83 contre 79. Mais Derek Lewis, il a 40 ans. La différence va faire. Ça va être vraiment dans. Ça va être vraiment dans la grandeur. Je pense que Lewis va vraiment avoir de la misère à trouver le menton à Texera. Texera va sûrement essayer de garder ça quand même assez calme avec un jab. Puis, man, il va réussir à faire plier les genoux à Lewis. Puis, ben, il va sûrement finir le combat. Parce que Lewis, ben, dans ses derniers temps, ben, il se fait souvent finir par TKO ou se faire. Il se fait malmener un petit peu Derek Lewis, là. Donc, pour ce combat-là, ça sera vraiment pas long. Je pense que j'y vais avec Texera. Mais j'espère un petit peu que Lewis nous sorte un gros KO. Puis qu'on voit The Black Beast encore un petit peu. Mais donc, pour ça, j'y vais avec Texera, sa grandeur, la hype. Il est jeune. Les strikes par minute, vous voyez, c'est 14,61. Il est actif, là. Donc, je pense que le combat devrait se finir au premier round assez tôt. D'un côté comme de l'autre. Si Texera est trop agressif, ça se peut que Derek le pince puis que il finisse la soirée tôt, mais j'irai quand même avec Texera. Là, c'est le petit bout où que je parle des mises, que je me fie à Bet99 pour les mises. Dans le fond, je ferais encore comme la dernière fois. Tu fais rien de compliqué, tu mets pas de méthode de victoire, tu mets ça juste quel combattant qui va gagner. Puis dans le fond, je ferais une mise de 3 pour celle-là. J'irai avec Eduardo Moura qui est coté à 1,13. J'irai aussi avec Victor Petrino qui est coté également à 1,13. Puis je ferais grimper ça un petit peu avec Chris Curtis qui est coté à 1,31 pour un total de d'une mise, un total de 3 combats qui donne un total de 1,68. Donc, dans le fond, tu mets 10 piastres, tu fais 6,80 de profit. Donc, tu mets 10 piastres, tu ressors avec 16,80. C'est pas le meilleur, mais c'est quand même assez fiable, je crois. Donc, bon gars là.